Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi du top 10 US, donc les 10 plus grosses market cap cotées aux États-Unis et qui ont leur siège social aux États-Unis également. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères du screener, très simple, on prend les entreprises américaines, états-uniennes, cotées aux États-Unis. Et j'ai fait une sélection pour avoir 12 entreprises qui ressortent. Pourquoi 12 ? On a 2 classes d'actions Google et 2 classes d'actions Berkshire Hathaway. On commence comme d'habitude avec la présentation des différentes colonnes. On a le symbole de cotation d'entreprise, le nom d'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de valorisation par rapport au flux, VE sur EBITDA, price earning et price free cash flow. Le price to tangible book value, c'est pas très intéressant, sauf peut-être pour Berkshire, on va en parler après. Le rendement des capitaux investis, une rentabilité plutôt opérationnelle, le rendement des fonds propres. Donc là, c'est plutôt pour les sociétés financières, donc il n'y en a pas dans la liste. On a l'endettement de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire, bénéfice net par rapport au free cash flow, et le payout ratio. Donc comparer le free cash flow par rapport au bénéfice net permet de vérifier que le payout ratio est bien ce qu'il est, parce qu'il se calcule avec le bénéfice net, mais on paye le dividende et les rachats d'actions avec les free cash flow. Allez, on commence tout de suite avec Microsoft. On est sur 2,6 trilliards, je sais pas comment on dit en français, de market cap, donc une des plus grosses devant Apple d'ailleurs même. On est à 14,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est très bon, hein. Il y a de la croissance externe évidemment, mais on est quand même toujours sur une société de croissance, même si elle a déjà une taille, c'est déjà un mastodonte. En multiple, évidemment c'est cher, hein, donc on rappelle, on est après la semaine de droit de douane, de guerre commerciale de Donald Trump, donc les multiples se sont un peu dégonflés, théoriquement en tout cas. Ce qu'on voit ici sur Microsoft, c'est que c'est encore cher, hein. On est à 29 en PE, 38 en price to cash flow. Pour moi ça c'est des multiples de croissance, c'est sûr, mais bon, c'est quand même toujours un peu élevé. Donc après c'est sûr qu'on est sur un dossier de qualité, hein. Un rendement des capitaux investis à 24,5%, c'est excellent, quasiment pas de dette, un petit dividende qui est versé, en plus il y a des rachats d'actions, on est à 1,44 en rendement de l'actionnaire, le payout ratio est à 24,7% avec des free cash flow plus bas que le bénéfice net, donc là on va être plus à 35-40%, mais on a les moyens de monter ce dividende et de faire plus de rachats d'actions à ce niveau-là sans souci. Microsoft, voilà, c'est croissance, qualité, mais c'est cher évidemment. Apple, 2,6 trilliards également, donc bon, alors Microsoft un petit peu plus que 2,6, et Apple un petit peu plus également. On est sur, donc du coup c'est on va dire une entreprise entre software et hardware, hein, électronique grand public. 8,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, c'est pas très élevé, hein. Mais, Apple a quand même du mal à trouver des relais de croissance ces derniers temps. Les multiples ont bien baissé hein, par rapport à ce qu'on pouvait voir auparavant. On est à 17 en VE sur EBITDA, ça reste cher, hein, mais on est en dessous de 30 par exemple pour le PE et en dessous de 30 pour le price free cash flow, avec 28,1 et 27. Là, bon, c'est cher, hein, mais on a bien baissé. Après, le rendement des capitaux investis est énorme, à 56,6%. Le rendement des fonds propres, il est supérieur à 100% parce que les rachats d'actions sont hyper massifs, et donc c'est ça qui tient en fait l'action. On est cash net sur Apple, un rendement du dividende à 0,6%, ce qui est pas très élevé, mais un rendement actionnaire à 4,5%. On a des rachats d'actions massifs sur Apple, c'est ça qui fait monter aussi les bénéfices par action, hein, alors que la croissance du bénéfice net est pas énorme, le nombre d'actions ne cesse de diminuer. On a des free cash flow à peu près équivalents au bénéfice net avec un payout ratio à 16%. Donc on peut alors bien sûr le payout ratio n'inclut pas le rachat d'actions, donc en fait j'ai du mal à savoir si on a les moyens de monter encore ces rachats d'actions ou pas, mais on est déjà à un niveau qui est très intéressant, à 4,5. Maintenant Apple, il n'y a plus de croissance quoi, donc est-ce qu'on est prêt à payer aussi cher pour une société qui a plus de croissance? C'est spéculatif quoi, c'est-à-dire que si on se dit ils vont trouver des relais de croissance et en attendant il y a la super qualité du dossier, pourquoi pas, mais à voir, si il y a pas de croissance, bon bah on pourra à mon avis uniquement se contenter du rendement de l'actionnaire qui est quand même intéressant. Nvidia, donc dans les semi-conducteurs, 2,4 trillions de market cap, 64% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est énorme évidemment, hein, super croissance, on double, je crois qu'il y a encore 100% de croissance prévue en 2025. Une VE sur EBITDA qui est à 28,6, un PE qui est à 33,8 et un price to cash flow à 39,8. Est-ce que c'est cher? Eh bien, pas tellement, parce qu'en fait, la croissance est énorme, hein. Si vous avez un PE de 33,8 sur les 12 derniers mois, vous faites 100% de croissance, eh ben, votre PE, il ressort à 16,9,
Donc en fait c'est pas si cher. Donc Nvidia, la clé c'est de pas se tromper dans ses prévisions de croissance. Et moi bon, j'en suis incapable de faire la prévision de croissance. C'est pour ça que je ne fais pas de croissance en stock picking. On est sur vraiment un capital investi qui est énorme, 85%, et on a pareil un rendement des fonds propres qui est hyper élevé. Donc là il faudrait décomposer le calcul. Est-ce que parce que les rachats d'actions sont pas le rendement des fonds propres, les rachats d'actions sont pas massifs non plus sur Nvidia, donc ça m'étonne qu'on soit aussi élevé, mais vu qu'on a un rendement des capitaux investis qui est déjà énorme, peut-être que le fait d'avoir des rachats d'actions en supplément, ça booste aussi le rendement des fonds propres. Donc à creuser. Le dividende est symbolique, évidemment, il n'y a pas de dette, on est cash net, on a les free cash flow plus bas que les bénéfices nets, mais on est sur un niveau qui est très soutenable à ce niveau-là, donc là, on peut l'augmenter mais lourdement, le dividende et même les rachats d'actions, là on peut y aller à fond. Donc Nvidia, évidemment, très bon dossier de croissance, maintenant hyper volatile, évidemment, puisque un simple changement dans les prévisions de croissance et le multiple passe du simple au double. Donc attention. Amazon, on est sur donc 1,8 trillion de market cap. Donc Amazon, c'est un conglomérat technologique diversifié, ils font de la pub, ils font évidemment du retail, ils font AWS, donc ils font du cloud, bon, c'est de la technologie, etc. Donc c'est très très diversifié technologiquement, on va dire. On est à 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est bon, ce qui est une bonne croissance. 14 en VE sur EBITDA, 31,5 en price earning, 56 en price free cash flow. Bon, sur Amazon, c'est connu, les capex sont importants, donc le price free cash flow est pas forcément très pertinent. C'est normal, on continue à faire des dépenses en capital. Alors, est-ce que c'est cher? En VE sur EBITDA, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est relativement pas cher. En price earning, en fait, ce multiple est aussi élevé parce que les bénéfices sont plutôt bas à cause des lots de dépréciation qu'on passe, les amortissements en fait, à cause des dépréciations et amortissements chez Amazon qui est quand même assez intensif en capital. Et donc, pareil, ça se retrouve aussi sur le price free cash flow. Si on s'en tient à la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est relativement, par rapport à l'historique, pas trop cher. Rendement des capitaux investis qui est tout à fait correct, 14%. Donc on a quasiment pas de dette sur Amazon, 0,3 fois la dette nette sur EBITDA. Il n'y a pas de dividende qui est versé, il n'y a pas de rendement actionnaire. De mémoire, il y a un peu de dilution sur Amazon à cause de l'actionnariat salarié et des actions de performance. Donc Amazon, moi je pense que c'est un bon dossier de croissance quand même. Et à ce niveau-là, c'est pas débile. Bien sûr, moi je dis ça, je fais pas du tout de croissance. Donc pour quelqu'un qui se mettrait dans une optique croissance de qualité, Amazon, je pense que c'est intéressant. Ensuite, Alphabet, 1,8 trillion de market cap, 16,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt une croissance assez élevée. On est à 13 en VE sur EBITDA, c'est relativement pas cher par rapport à l'historique. Même en price earning, on est pas cher, 18,4 par rapport aux 12 derniers mois. C'est vraiment, par rapport à l'historique de Google, c'est pas si cher que ça. Après, sur free cash flow, on est à 25, donc il faut aller voir pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Attention, il faut aussi valoriser en prenant en compte les stock-based compensation, donc les actions qui sont versées aux salariés. Chez Alphabet, il y en a pas mal, donc ça peut aussi artificiellement gonfler les free cash flow, alors qu'à mon avis, les free cash flow sont beaucoup plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc méfiance sur cette valorisation. Si on s'en fie à la VE sur EBITDA, bon, c'est quand même pas très cher. Le rendement des capitaux investis à 27%, c'est très bon. Très très bon. On est cash net sur Alphabet, bien sûr. On est à 0,5% de rendement du dividende, donc il est symbolique, mais on est à 3,86 en rendement d'actionnaire, donc il y a de bons rachats d'actions chez Google, et en plus, on a un payout ratio qui est très faible. Maintenant, il faut regarder la part qui est dépensée en rachat d'actions. Donc à voir si à mon avis, ce rendement d'actionnaire est complètement soutenable à ce niveau. Est-ce qu'il peut monter plus? Ça, c'est à vérifier. Meta Platforms, donc on est plutôt sur un conglomérat de technologies diversifiées, sauf qu'ils font pas de cloud, ils font plutôt des réseaux sociaux, des apps de messagerie, etc. Vous connaissez. On est sur 1,3 trillion de market cap, 18,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est élevé. 14,8 en VE sur EBITDA, c'est pas si cher que ça par rapport à l'historique. Même en PE, on n'est pas si cher, 22 en PE, 24 en price free cash flow. Pareil, il y a beaucoup de, à mon avis, stock-based compensation, il faut regarder le niveau, ce qui doit gonfler un peu les free cash flow artificiellement, donc il faut en tenir compte dans la valorisation. On est à 27 en rendement des capitaux investis, qui est très bon. On est cash net sur Meta, un rendement du dividende à 0,4%, ça c'est pas très élevé, mais il y a beaucoup de rachats d'actions, on est à 3,7% en rendement actionnaire, avec un payout ratio à 8,13%, donc c'est soutenable à ce niveau-là. Maintenant il faut déduire les free cash flow, les stock-based compensation pour vérifier
le payout réel entre guillemets. Bon. Moi je pense qu'à ce niveau-là, Meta, ça reste intéressant. Alors, Berkshire Hathaway, on est sur le conglomérat, la société de portefeuille, une holding qui détient des participations cotées et non cotées, avec toujours Warren Buffett aux manettes. On est à un peu plus de 1 trillion de market cap. La croissance du chiffre d'affaires, je sais pas si ça vaut le coup d'en tenir compte, parce que c'est pas une société qui a une activité commerciale en soi, c'est ses filiales qui ont des activités commerciales. Le multiple qui va être intéressant, ça va être le price to tangible book value. À la rigueur, vous pouvez regarder un price to book, mais je pense que ça va être à peu près équivalent sur Berkshire Hathaway. Si on met le price to book, ici on est sur, ils nous le mettent ici. Alors, le price to book sur Berkshire Hathaway, il est il a 1,7. Donc c'est c'est légère décote, mais bon, le plus pertinent normalement c'est le price to tangible book value. Et bon il a 2, et donc ça veut dire que il n'y a pas de décote sur Berkshire Hathaway, donc il a encore, à mon avis, le dossier est encore trop cher. On va enlever ça, hop, pour nous remettre nos colonnes, et on continue. Alors, ensuite, on est sur Broadcom, 754 milliards de market cap, 755 milliards de market cap. On est sur une entreprise qui opère dans les semi-conducteurs, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est élevé. De mémoire, la société fait également des acquisitions. On est sur 28 en VE sur EBITDA, c'est très cher. 74 en PE, c'est très cher. Price of cash flow, 36,4, c'est très cher. Pour le même niveau de croissance, on a Amazon qui est à la moitié en termes de valorisation. Donc, comme je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. Avec un rendement des capitaux investis à 11,4%, ce qui est pas très bon, qui est bon, mais qui est pas non plus hyper élevé. On a 1,7 en dette nette sur EBITDA, donc en plus il y a un peu de dette. C'est pas rien d'inquiétant, mais elle existe cette dette. On a 1,5 en rendement de l'actionnaire, un rendement du dividende et 2,1 en rendement de l'actionnaire. Donc il y a un peu de rachat d'actions. Payout ratio au-delà de 100%, mais les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc en réalité on a 50%, donc on a les moyens de verser ce rendement de l'actionnaire. Maintenant il est pas très élevé, il est pas très intéressant, et ça c'est parce que la société est trop chèrement valorisée à mon avis. Alors Tesla, c'est le massacre sur Tesla, donc on est dans l'automobile. Est-ce qu'on est vraiment dans l'automobile, est-ce qu'on est dans le software, etc. Bon. Toujours est-il que l'activité principale, c'est de produire des voitures. On est à 742 milliards de dollars de market cap, 31,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même élevé. Mais la VE sur EBITDA est à 50, le PE il est à 113, et le price of cash flow il est à 207, c'est n'importe quoi. On est sur vraiment un capital investi qui est médiocre, à 6,8. Et bon, la société est cash net, mais en fait elle dilue régulièrement ses actionnaires, puisque vous voyez ici, le rendement d'actionnaire est négatif. Évidemment, il n'y a pas de dividende qui est versé. Bon, Tesla, pour moi, je comprends toujours pas pourquoi on reste à ce niveau-là. C'est vraiment trop chèrement valorisé, même s'il y a beaucoup de croissance. Sur les dernières publications, justement, il y a eu des problèmes de production. On n'est pas... franchement, c'est vraiment très dangereux, ce dossier. Donc, à éviter à tout prix. Walmart, le géant de la grande distribution américaine, on est sur 668 milliards de market cap. On est sur 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça c'est une croissance digne de la grande distribution, il n'y a pas de miracle. On est en plus ça va être de la croissance externe, puisqu'en final sur la grande distribution on va croître au niveau du PIB, et puis si on veut booster, on fait, enfin en tout cas à ce niveau de market cap, et si on veut booster on fait des acquisitions. Alors on est à 16 en VE sur EBITDA, c'est quand même un peu cher payé pour la croissance. 34,6 en price earning, ça c'est un peu cher, 52,8 en price of cash flow. Ce qui m'étonne, c'est que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Sous ce genre de boîte, on est en BFR négatif, normalement on n'a pas trop de mal à générer du free cash flow, mais là ça semble pas être le cas sur les 12 derniers mois, donc dommage. On est à 14,5 en rendement des capitaux investis, ce qui est bon, plutôt bon. 1,1 fois la dette nette sur EBITDA, c'est pas très, ça va, on n'est pas trop endetté. 1,13% de rendement du dividende, pas très élevé. 1,7 en rendement d'actionnaire, non plus pas très élevé, avec un payout ratio à 34, mais free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc on est même au-delà de 50 à mon avis. Walmart, en fait, c'est pas très intéressant à ce niveau-là, toujours pas très intéressant, même si ça a laissé, c'est pas fantastique. Donc, qu'est-ce qu'on va garder dans cette liste si on veut, on va dire, faire de la croissance à prix raisonnable? On peut prendre du Alphabet et du Amazon. Moi, je pense que c'est intéressant. Si on veut faire de la croissance à fond la caisse, on prend du Nvidia, comme d'hab.
Et on va dire pour un dossier plutôt quality, on prendra Microsoft. Et les autres, j'en suis plutôt à l'écart. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.